As-tu déjà été jugé pour avoir donné la vie à celle qu'il ne voulait pas? As-tu déjà porté en toi la joie d'une naissance et découvert que, pour l'homme que tu aimais, ce n'était qu'une déception silencieuse? Emma croyait qu'avoir un enfant allait souder leur couple, mais elle n'avait pas prévu que mettre au monde une fille la condamnerait à être rejetée, humiliée, abandonnée par celui qui, jadis, lui promettait l'éternité. Cette histoire ne parle pas simplement d'un mari déçu. Elle parle d'une femme trahie pour avoir donné naissance à ce qu'il ne désirait pas. Mais surtout, elle parle de renaissance, de cette force mystérieuse qui émerge lorsque l'on est blessé, mais que l'on choisit, malgré tout, de se relever. Ce récit va réveiller quelque chose en toi. Tu découvriras que la trahison féminine peut se transformer en une puissance créatrice inouïe, que la résilience est parfois cousue, fil après fil, dans le silence d'une petite boutique, que le pardon est une force, mais qu'il n'est jamais une soumission, et que parfois, la femme qu'on humilie devient celle que toute une communauté finit par admirer. Beaucoup écoutent nos récits, sans encore faire partie du cercle. Abonne-toi maintenant, active la cloche, et reste jusqu'à la fin. Tu dois entendre cette histoire jusqu'au bout, car ce qu'Emma a vécu pourrait bien être ce que tu traverses en silence aujourd'hui. Il y a des villes qui, à elles seules, racontent des histoires d'amour et de chagrin. Evergreen était l'une d'elles, avec ses ruelles pavées et ses maisons aux volets bleus qui semblaient figées dans une époque où tout prenait son temps. C'est là qu'Emma vivait, portée par l'espérance douce d'un avenir qu'elle croyait simple, limpide, à l'image des petits ruisseaux qui traversèrent la ville. Emma était enceinte, et à ses yeux, cela suffisait à rendre le monde entier lumineux. Chaque matin, elle se réveillait avec cette certitude. Elle allait devenir mère, et l'homme qu'elle aimait, John, deviendrait père avec elle, dans une complicité qu'elle croyait indestructible. Elle parlait souvent à son ventre arrondi, lui racontant des histoires, lui promettant des matins heureux. John lui aussi semblait heureux, du moins en apparence. Il caressait le ventre d'Emma en murmurant des rêves, en parlant déjà du fils qu'il imaginait. Fort, audacieux, prêt à perpétuer le nom et l'héritage familial. Ces mots, Emma les accueillait avec tendresse, sans y déceler l'ombre qu'ils portèrent déjà. Dans la maison qu'ils avaient achetée ensemble, tout était prêt. Une chambre peinte en bleu pâle, des vêtements soigneusement pliés, des jouets de bois alignés sur une étagère. Emma croyait qu'ils étaient prêts, qu'ils formaient déjà une famille. Mais ce qu'elle ne voyait pas, c'était le poids silencieux des attentes de John, forgé par des générations d'hommes obsédés par une seule idée, transmettre. Car John n'attendait pas simplement un enfant. Il attendait un fils. Pas un bébé à aimer, mais un héritier à forger. Cette nuance, si subtile qu'elle semblait inexistante, tissait pourtant déjà des fils invisibles autour de leur bonheur, le serrant, l'étranglant doucement. Emma, naïve d'un amour sincère, ne percevait rien. Elle continuait de tricoter des chaussons, de lire des contes sur la maternité, de peindre des ciels étoilés sur les murs de la future chambre. Elle croyait à l'évidence de leur amour, à la simplicité de leur bonheur. Evergreen, avec ses églises de pierre et ses bancs publics couverts de mousse, semblait bénir leur union. Les passants les saluaient avec ce sourire complice réservé aux couples qui s'apprêtent à fonder une famille. Tout semblait à sa place. Tout, sauf ce que John taisait. Il y a dans certains silences une violence plus grande que dans les cris. Et dans celui de John, Emma n'entendait pas encore l'inquiétude, la pression, la rigidité. Elle ne percevait que son propre amour, projeté sur lui comme un voile protecteur. Mais sous cette apparente harmonie, déjà, l'histoire s'écrivait à l'encre invisible des blessures à venir. Et dans ce décor paisible d'Evergreen, Emma s'avançait, inconsciente, vers la nuit qui allait briser ses illusions, mais qui, plus tard, deviendrait aussi le berceau de son renouveau. Il y a des graines qui germent dans l'ombre, en silence, sans que l'on ne soupçonne jamais leur présence, jusqu'au jour où leurs racines enserrent tout. C'est ainsi que naquit le mécontentement de John. À mesure que les jours passaient, que le ventre d'Emma s'arrondissait et que le mystère du sexe de l'enfant restait entier.
Un garçon? Une fille? Pour Emma, peu importait. Mais pour John, cela devint une angoisse obsédante. Il entendait encore la voix grave de son père, répétant inlassablement cette maxime. Un homme n'est pas vraiment un homme tant qu'il n'a pas eu un fils. Ces mots s'étaient enfoncés en lui comme une injonction indiscutable, modelant en silence son désir, sa fierté, son identité même. Il ne s'agissait pas d'amour, mais d'accomplissement, d'un passage obligé pour se sentir complet. Emma, elle, continuait de préparer la venue de l'enfant avec cette joie innocente, tressant des rêves autour de chaque petite paire de chaussettes, ignorant les nuits où John, seul sur la terrasse, fixait l'horizon avec une crispation muette. Elle croyait qu'il méditait, qu'il se projetait, mais il s'enfermait. Chaque visite médicale ravivait en lui ce mélange d'espoir et de crainte. « Vous voulez connaître le sexe ?» demandait souvent la sage-femme. Mais Emma refusait, préférant la surprise, cette douce attente qui lui paraissait poétique. John acquiesçait en silence, mais en lui, c'était un combat. Entre l'envie de savoir et la peur de ne pas entendre ce qu'il espérait. Peu à peu, il se mit à parler moins, à effleurer à peine le ventre d'Emma, à esquiver les conversations sur les prénoms, sur les futurs jeux d'enfants. Emma interpréta cela comme une nervosité de futur père, une maladresse affective qu'elle croyait passagère. Elle ne voyait pas encore que ce silence était un mur. Dans ce mur, pourtant, des fissures commençaient à apparaître. John devenait irritable, exigeant, parfois même sarcastique lorsqu'on évoquait d'autres familles. Lors d'un dîner avec des amis, il lâcha, à moitié rieur, mais avec cette gravité qu'Emma sentit sans comprendre. Une vraie famille, c'est quand on a un garçon. Emma sourit, un peu gênée, croyant à une maladresse. Mais au fond d'elle, quelque chose frémissait, une note dissonante dans la mélodie jusqu'alors si harmonieuse de leur relation. Elle préféra ne pas y prêter attention, comme on repousse une pensée trop inconfortable pour être vraie. Mais les phrases de John s'accumulaient, comme des cailloux sur le chemin. Il jouera au baseball comme moi. Je lui apprendrai à bricoler. Mon père sera fier. Jamais elle, toujours il. Emma le remarquait, mais ne disait rien. Par amour, par peur de briser ce qu'elle croyait être un bonheur parfait. Et ainsi, dans le silence poli de leur quotidien, la graine du mécontentement de John grandissait, arrosée par les injonctions sociales, les héritages familiaux et la propre incapacité d'Emma à entendre les signaux faibles qui annonçaient déjà la tempête à venir. Il y a des jours que l'on croit éternellement lumineux, jusqu'à ce qu'une ombre inattendue s'y déploie. Le jour où Emma mit au monde leur enfant, elle croyait offrir à leur couple la plus belle des naissances, celle d'une vie nouvelle, d'une promesse d'avenir. Lorsque le premier cri retentit dans la petite chambre blanche, Emma pleura de joie, de gratitude, de soulagement. Elle n'imaginait pas, à cet instant précis, que ses larmes seraient bientôt les seules à couler. La sage-femme déposa sur sa poitrine ce petit corps chaud, fragile, palpitant. Une fille. Emma la serra contre elle avec une tendresse instinctive, animale, sacrée. « Bonjour, ma princesse », murmura-t-elle en caressant ses cheveux sombres. Elle ne vit pas tout de suite que John, lui, restait en retrait, figé, silencieux, comme frappé par une sentence invisible. Lorsque la sage-femme annonça « C'est une fille », le cœur de John se serra, mais aucun mot ne franchit ses lèvres. Il acquiesça d'un mouvement imperceptible, esquissa un sourire mécanique et s'éclipsa quelques minutes plus tard, sous prétexte d'aller chercher un café. Mais ce qu'il allait chercher, en vérité, c'était une échappatoire à cette douleur qu'il n'arrivait même pas à nommer. Emma, seule avec son bébé, ne s'aperçut de rien. Elle baignait dans cette extase maternelle, cet amour immédiat, inconditionnel, pur. Elle appelait déjà sa fille Grace, persuadée que ce prénom incarnerait la douceur et la force qu'elle souhaitait lui transmettre. Mais lorsque John revint, un bouquet à la main, Emma sentit confusément qu'il manquait quelque chose. Son regard était absent, son étreinte distante. Il posa un baiser léger sur son front, évita celui de l'enfant, puis s'assit, le regard perdu à travers la fenêtre. Emma tenta de ramener la conversation vers des projets,
des sourires. Mais John se contentait de hochements de tête distraits. Dans les jours qui suivirent, ce vide s'amplifia. Tandis qu'Emma passait des heures à nourrir, bercer et chanter à Grace, John sortait de plus en plus souvent, prétextant des obligations, des courses, des rendez-vous. Quand il était là, il s'asseyait dans un coin, en silence, ou allumait la télévision pour masquer ce qu'il n'osait affronter, son propre rejet. Emma, d'abord, crut à de la fatigue, à une maladresse de jeune père déboussolé. Elle fit preuve de patience, de douceur, tenta de recréer des instants d'intimité. Mais chaque fois qu'elle posait Grace dans ses bras, il la prenait maladroitement, puis la rendait à Emma après quelques secondes, comme si ce petit être lui brûlait les mains. La maison, autrefois pleine de rires et de projets, se remplit alors d'un silence pesant. Les murs eux-mêmes semblaient témoigner de cette fracture invisible, de ce lien qui, au lieu de se renforcer à la naissance, semblait se déliter. Emma serrait Grace contre elle, plus fort, comme pour se convaincre qu'au moins ce lien-là ne la trahirait jamais. Et pourtant, au fond d'elle, une question commençait à la ronger. Comment l'amour le plus pur, celui d'une mère pour son enfant, pouvait-il être vécu comme un échec par celui qui aurait dû en être le plus fier ? Mais elle refusa, encore, de l'affronter en face. Elle préféra se bercer de l'idée qu'avec le temps, tout finirait par s'arranger. Mais parfois, le temps ne répare pas. Il creuse. Et sans le savoir encore, Emma venait d'entrer dans cette vallée obscure où l'amour ne suffit plus à panser les blessures de ceux qui refusent de les regarder. Il y a des absences qui ne se mesurent pas en kilomètres, mais en silence. Peu à peu, John devint une ombre dans la maison. Il partait tôt, rentrait tard, souvent imprégné de l'odeur âcre de l'alcool, les traits tirés, le regard fuyant. Les nuits au tavernier se succédaient, comme une fuite perpétuelle du rôle qu'il ne parvenait pas à endosser, celui de père. Emma, elle, continuait d'espérer. Chaque matin, elle préparait le petit déjeuner en pensant que ce jour-là, peut-être, John sourirait à Grace, la prendrait dans ses bras, lui chanterait une berceuse. Mais à chaque fois, c'était la même scène. Il passait à côté du berceau sans un mot, attrapait ses clés et disparaissait. Au début, Emma justifiait cette distance. Il est fatigué. Il a besoin de temps. C'est difficile pour lui aussi. Elle s'accrochait à ces phrases comme à des bouées dérisoires au milieu d'un océan d'incompréhension. Mais au fond d'elle, un doute grandissait. Et si ce n'était pas une phase, mais une fuite définitive? Les semaines devinrent des mois, et le fossé s'élargit. John rentrait parfois si tard qu'Emma était déjà couchée avec Grace, endormie contre elle, sa petite main accrochée à la chemise de sa mère comme à un ancrage vital. Ces nuits-là, Emma fixait le plafond en silence, se demandant ce qu'elle avait mal fait, où elle avait échoué. Mais au milieu de cette solitude imposée, elle trouva une autre présence, sa foi. Le soir, lorsqu'elle berçait Grace, elle murmurait des psaumes, récitait des versets qui, plus qu'une prière, devenaient un fil invisible, la reliant à une force plus grande qu'elle. Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé, répétait-elle en caressant les cheveux de sa fille. Ces paroles ne faisaient pas disparaître la douleur, mais elles la rendaient supportable, traversable. Emma comprit alors que la foi n'est pas une promesse d'éviter les épreuves, mais la certitude qu'on ne les traverse jamais seul. De son côté, John s'enfonçait dans ses démons. Loin d'apaiser sa déception, l'alcool nourrissait son ressentiment, lui offrant une échappatoire illusoire, mais toujours plus nécessaire. Il évitait les amis, fuyait les dîners de famille, se repliait dans l'obscurité d'une taverne où personne ne lui rappelait son échec, n'avoir eu qu'une fille. Emma observait cette dérive avec une tristesse mêlée de colère. Comment l'homme qu'elle avait aimé si profondément pouvait-il devenir ce fantôme errant, incapable d'aimer l'enfant qu'il avait créé ensemble? Mais elle se taisait, par amour, par peur, par espoir aussi, que l'homme qu'elle avait connu reviendrait. Et pourtant, quelque chose en elle commençait à changer. Au fil des mois, en serrant Grace contre son cœur, en récitant ses prières, en affrontant seule les jours et les nuits, elle réalisait que sa force ne dépendait plus de John,
mais d'elle seule. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que cette prise de conscience silencieuse était déjà le début d'une transformation, celle d'une femme qui, après avoir été brisée par l'absence, allait se reconstruire sur des fondations qu'elle croyait jusqu'alors inexistantes. Il y a des douleurs que l'on pourrait supporter si elles restaient confinées à l'intimité d'une maison. Mais lorsque la communauté commence à s'en mêler, à commenter, à juger, alors ces blessures deviennent des cicatrices exposées au vent. À Evergreen, les rumeurs couraient vite. On murmurait dans les allées du marché, sur les bancs de l'église. Tu sais, John n'est plus le même depuis la naissance. Ou encore, pauvre Emma, elle a eu une fille. Emma sentait ses regards sur elle, ces demi-sourires compatissants qui n'éternent que des masques polis pour cacher un mélange de pitié et de jugement. On ne lui disait rien en face. Mais les silences, eux, hurlaient. Tu n'as pas su lui donner ce qu'il attendait. Et ces silences la blessaient parfois plus que les absences de John. Au début, elle en pleura. Seule, le soir, lorsque Grace dormait paisiblement, Emma laissait couler ses larmes qu'elle retenait en public. Mais chaque matin, elle se levait, séchait ses joues, habillait sa fille avec soin et sortait la tête haute. Pas par orgueil, mais parce qu'elle savait qu'elle devait être forte, pour Grace, pour elle-même. Elle trouvait un certain réconfort dans la routine des jours, les courses au marché, les promenades au parc, les offices du dimanche. Là, assise sur le banc de l'église, elle puisait dans les paroles des Écritures la force qui lui manquait parfois. « Je puis tout par celui qui me fortifie », se répétait-elle intérieurement, comme un mantra sacré. La foi devint alors son armure invisible. Elle ne lui supprimait pas la douleur, mais lui offrait une perspective, celle d'un chemin, d'un sens, d'une lumière au bout de cette nuit qu'elle traversait seule. Chaque verset, chaque prière murmurée en secret était une pierre ajoutée à la forteresse intérieure qu'elle bâtissait sans même s'en rendre compte. Les femmes du village, certaines par compassion, d'autres par curiosité, lui demandaient « Comment fais-tu pour tenir, Emma ?» Elle souriait doucement et répondait toujours « Par la grâce ». Un mot simple, mais qui, dans sa bouche, résonnait comme un acte de foi, une revendication silencieuse de sa propre dignité. Petit à petit, elle comprit qu'elle ne pouvait plus attendre que John change, qu'il revienne, qu'il redevienne l'homme qu'elle avait aimé. Elle devait avancer, non pas contre lui, mais malgré lui. Elle devait être la colonne de cette maison vacillante, le pilier sur lequel sa fille pourrait s'appuyer. Cette résolution, d'abord fragile, devint peu à peu une force inébranlable. Elle apprit à réparer les petites choses de la maison, à gérer seule les finances, à prendre des décisions qu'elle avait autrefois laissées à John. Chaque acte, même banal, était une victoire sur l'abandon, une affirmation silencieuse. Je suis capable. Et tandis que la communauté continuait de murmurer, Emma choisit de ne plus écouter ces voix extérieures. Elle savait désormais que la seule voix qui comptait était celle, douce et ferme, qu'elle entendait au plus profond d'elle-même. Celle qui lui disait qu'elle valait plus que les jugements, plus que les déceptions, plus que les rêves déçus de son mari. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que cette force qu'elle forgeait dans l'ombre allait bientôt la conduire vers un nouveau départ, bien loin des ruelles d'Evergreen, et surtout, bien loin de la femme brisée qu'elle croyait être. Il y a des départs qui ne font pas de bruit, pas de valises pleines ni de portes claquées, juste un souffle, un soupir, un regard en arrière avant de s'éloigner. C'est ainsi qu'Emma quitta la maison qu'elle avait tant aimée, celle qu'elle avait cru être le théâtre de ses plus beaux jours. Elle partit au lever du jour, quand Evergreen dormait encore, tenant Grace contre elle, son seul trésor. Elle ne laissa pas de lettres, pas d'explications. À quoi bon ? John n'écoutait plus depuis longtemps, enfermé dans son monde de regrets et de ressentiments. Emma savait que ce départ n'était pas une trahison, mais une nécessité. Elle ne fuyait pas John, mais la femme qu'elle était devenue à ses côtés. Une femme effacée, courbée, silencieuse. C'est chez Martha qu'elle trouva refuge. Une veuve connue pour sa force tranquille et sa générosité discrète.
Martha l'accueillit sans poser de questions, lui offrant une chambre modeste mais lumineuse, et surtout, un espace où elle pouvait enfin respirer. Là, Emma comprit que parfois, la véritable richesse, c'est un toit sous lequel on peut être soi-même, sans peur d'être jugé. Martha devint rapidement plus qu'une hôtesse, une mentor, une amie, presque une seconde mère. C'est elle qui proposa à Emma d'apprendre la couture. « Tes mains savent prier, elles sauront aussi créer. » Emma accepta, d'abord par politesse, puis par curiosité, puis par passion. Les premiers jours, elle piqua maladroitement l'aiguille, tira des fils de travers, fronça les sourcils devant des ourlets mal faits. Mais Martha riait doucement. « C'est comme la vie, ma fille. On rate, on recommence, et un jour, on s'étonne de ce qu'on est capable de faire. » Ces mots résonnèrent en Emma plus profondément qu'elle ne l'aurait cru. À mesure qu'elle apprenait à coudre, Emma comprenait qu'elle recousait aussi, sans s'en rendre compte, les déchirures invisibles de son âme. Chaque point, chaque couture était une réparation intime, une manière de dire « je peux reconstruire ». Ce qu'elle croyait être une fuite devenait un atelier de résilience. Grace, quant à elle, grandissait sereinement dans ce nouveau foyer. Elle courait dans le jardin, riait aux éclats, s'endormait paisiblement dans les bras de sa mère. Emma la regardait parfois dormir et se surprenait à sourire, non plus par habitude, mais par bonheur sincère, par gratitude silencieuse. Dans cette maison simple, sans luxe, Emma redécouvrait des choses qu'elle croyait perdues. La joie d'un repas partagé, la satisfaction d'un travail bien fait, la douceur d'une conversation au coin du feu. Elle comprenait que le bonheur n'est pas une maison parfaite, ni un mariage sans faille, mais une présence, un choix, une paix intérieure. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que ses premiers pas timides vers l'autonomie allaient bientôt se transformer en une marche assurée vers un avenir qu'elle n'aurait jamais osé rêver. Un avenir qu'elle allait désormais construire de ses propres mains, avec le fil, l'aiguille, et surtout, avec la force qu'elle croyait avoir perdue. Il y a des victoires qui ne se criment pas, mais qui se cousent, fil après fil, patiemment, humblement, jusqu'à devenir des œuvres qui racontent une histoire plus forte que n'importe quel discours. Emma devint cette femme-là, une artisane de sa propre résilience, une créatrice d'une vie nouvelle, cousue à même la douleur qu'elle avait transcendée. Au début, elle installa un simple étal au marché d'Evergreen, exposant timidement ses premières créations, des robes d'enfants, des nappes brodées, des mouchoirs délicatement ourlés. Les passants, intrigués par la finesse du travail, s'approchaient, touchaient à les tissus, complimentaient, sans toujours reconnaître dans cette femme discrète l'épouse abandonnée de John. Mais Emma ne cherchait plus à être reconnue pour son passé. Elle voulait être vue pour ce qu'elle devenait. Une femme capable, forte, indépendante. Chaque vente était pour elle une affirmation silencieuse. Je peux subvenir à mes besoins. Je peux exister sans être définie par l'amour d'un homme. Peu à peu, sa réputation grandit. Les commandes affluaient, d'abord pour des retouches, puis pour des créations sur mesure. Les femmes du village, autrefois enclines à juger, venaient maintenant lui confier leurs robes de mariée, leurs trousseaux, leurs rideaux de maison. Emma, de la pauvre Emma, devint Emma, la couturière. Elle ouvrit bientôt une petite boutique au coin d'une rue d'Evergreen. La vitrine, décorée de dentelles et de fils colorés, attirait l'œil. Mais au-delà des étoffes, c'était son histoire silencieuse qui inspirait. Celle d'une femme qui, au lieu de se laisser consumer par la trahison, avait choisi de transformer sa blessure en œuvre d'art. Chaque jour, en ouvrant sa boutique, Emma ressentait cette fierté discrète, mais profonde. Elle avait bâti cet espace de ses propres mains, sans dette, sans aide, simplement avec sa détermination, son talent et sa foi. C'était plus qu'un commerce. C'était le sanctuaire de sa renaissance. Les jours de marché, elle croisait parfois des regards du passé, des voisines qui jadis chuchotaient sur son malheur, des connaissances qui avaient pris parti pour John. Elle les saluait poliment, sans rancune, car elle avait compris que la vraie liberté, ce n'est pas d'attendre la reconnaissance des autres, mais de ne plus en avoir besoin. Grace grandissait aussi,
épanouie dans cet environnement où l'amour et la force maternelle s'entremêlaient à chaque couture. Parfois, elle aidait sa mère à plier les tissus, à ranger les boutons, à choisir les rubans. Emma la regardait, et en elle, voyait l'incarnation même de sa victoire silencieuse. Et ainsi, Emma passa du statut de femme abandonnée à celui de femme admirée. Non par vengeance, mais par la simple puissance d'une vie réinventée. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que cette prospérité nouvelle allait bientôt attirer l'attention du nombre du passé, prête à ressurgir. Il y a des fantômes du passé qui, un jour, osent franchir à nouveau notre seuil, mais que l'on regarde sans trembler. C'est ce qui arriva lorsque, un après-midi d'automne, alors que les feuilles mortes jonchaient les ruelles pavées d'Evergreen, John réapparut, vieilli, amaigri, le regard terne d'avoir trop longtemps fui. Il s'arrêta devant la boutique d'Emma, pétrifié par ce qu'il voyait. Devant lui, une vitrine lumineuse, des créations sublimes, une boutique vivante. Derrière le comptoir, Emma riait avec une cliente, ajustant un ourlet, concentrée, sereine. Ce qu'il vit en elle n'avait plus rien à voir avec la femme qui l'avait abandonnée. Elle était droite, sûre d'elle, belle d'une force qu'il n'avait jamais su reconnaître. Il hésita longuement avant d'entrer. Finalement, poussé par un élan qu'il ne contrôlait plus, il franchit la porte. La clochette tinta doucement. Emma leva les yeux, et un instant, leurs regards se croisèrent. Mais il n'y eut ni cris, ni larmes, ni effusion. Seulement ce silence dense, où tout fut dit sans un mot. « Bonjour Emma », souffla-t-il, la voix éraillée par le poids des années et des regrets. Elle répondit d'un simple signe de tête, puis, calmement, continua de plier un tissu. Ce geste, banal en apparence, était en réalité une démonstration silencieuse de la vie qu'elle s'était recréée, sans lui, malgré lui. John chercha ses mots, balbutia des excuses maladroites, des souvenirs confus. Mais Emma ne le laissa pas s'enliser. Elle posa doucement sa main sur le comptoir et dit « Je te pardonne. Non pas comme une offrande, ni comme une invitation, mais comme un acte de libération. Pour elle surtout. Pour enfin clore ce chapitre. » Il resta là, immobile, comme si ces mots l'avaient frappé de plein fouet. Il baissa les yeux, puis les releva, découvrant dans le regard d'Emma une paix qu'il n'avait jamais su lui offrir. Une force silencieuse, une lumière qui n'avait plus besoin de lui pour exister. « Tu as changé », murmura-t-il. Elle sourit à peine, puis répondit « Non, j'ai juste arrêté d'attendre. » Et cette phrase, plus que toutes les autres, lui fit comprendre qu'il ne pouvait plus reprendre sa place. Elle n'était plus celle qu'il avait laissée, et il n'était plus celui qu'elle avait aimé. John sortit de la boutique, les épaules courbées, disparaissant peu à peu dans la rue. Emma le regarda s'éloigner, sans rancune, sans tristesse non plus. Seulement avec cette sérénité des âmes qui ont traversé la nuit et qui savent qu'aujourd'hui, elles sont enfin libres. Ce qu'elle ne vit pas, c'est que, de l'autre côté de la vitrine, sa fille Grace, désormais adolescente, venait de l'observer en silence. Et dans ses yeux brillait la fierté d'être la fille d'une femme qui, malgré toutes les trahisons, avait su renaître plus forte que jamais. Il y a des récits qui commencent dans l'espoir, traversent la nuit, et finissent par illuminer bien au-delà de ce qu'on aurait imaginé. Celui d'Emma et de ces récits-là. Elle qui, autrefois, n'était qu'une épouse déçue, une femme abandonnée, est devenue, à force de résilience et de foi, une figure d'admiration, un pilier discret, mais solide de la communauté d'Evergreen. Son chemin n'a pas été tracé par des coups d'éclat ou des révoltes bruyantes, mais par une série de choix silencieux, parfois invisibles, celui de rester debout malgré l'abandon, de sourire malgré les jugements, de pardonner sans pour autant renoncer à sa propre dignité. Emma a compris, au fil des années, que la vraie victoire ne consiste pas à faire plier ceux qui nous ont fait du mal, mais à refuser qu'ils dictent notre avenir. Elle n'a pas attendu que John change pour avancer. Elle a cessé d'attendre tout court.
Et c'est dans ce renoncement qu'elle a trouvé la plus grande des libertés. Sa boutique n'est pas seulement un commerce, c'est le symbole visible de son renouveau intérieur. Chaque couture, chaque création, chaque sourire offert à une cliente sont les mailles d'une vie qu'elle s'est tissée avec patience, avec amour, avec cette force discrète des femmes qui savent que leur lumière ne dépend de personne. Et sa foi, cette compagne silencieuse, ne l'a jamais quittée. C'est elle qui l'a soutenue dans les nuits les plus sombres, qui l'a encouragée à se lever chaque matin, qui lui a rappelé, encore et encore, qu'elle était précieuse, digne, forte, même lorsque le monde la regardait avec condescendance ou indifférence. Grace aujourd'hui est le plus bel héritage de ce parcours. Une jeune fille épanouie, curieuse, libre, aimée d'un amour entier et assumé. Elle a grandi dans l'ombre d'une mère qui n'a jamais renoncé. Et c'est cela qui la rendra, à son tour, capable d'aimer et d'être aimée sans condition. La communauté d'Evergreen, elle aussi, a changé son regard. De celle qu'on plaignait ou qu'on jugeait, Emma est devenue celle qu'on consulte, qu'on respecte, qu'on admire en silence. Non pas parce qu'elle a crié sa douleur, mais parce qu'elle l'a sublimée. Il y a dans son histoire une leçon universelle, celle que la trahison féminine, quand elle est traversée avec foi et résilience, devient toujours une matrice de transformation. Une forge où se façonne une femme nouvelle, plus forte, plus sage, plus libre. Et même si ce chapitre semble se refermer doucement, nous savons qu'il reste encore des pages à écrire. Car dans le cœur d'une femme qui a survécu à l'humiliation, brûlé les chaînes du passé, il y a toujours la promesse d'une lumière qui continue de grandir, de rayonner, d'inspirer. Et toi, as-tu déjà été rejetée ? Simplement parce que tu n'as pas répondu aux attentes qu'ils avaient projetées sur toi ? As-tu déjà porté la vie et découvert que, pour certains, cela ne suffisait pas à être aimé ? Partage en commentaire. As-tu déjà dû te reconstruire après avoir été humilié par celui qui aurait dû te protéger ? Ton témoignage pourrait être la lumière qu'une autre femme cherche ce soir. Si cette histoire a touché ton cœur, abonne-toi maintenant et active la cloche. Parce qu'ici, chaque récit est une clé, un miroir tendu à celles qui traversent encore la nuit. Reste encore un peu. Le prochain récit parle d'une femme expulsée de sa propre maison, sans savoir qu'elle l'avait secrètement rachetée. Clique, ressens, et rappelle-toi. Parfois, celle qu'on rejette devient la femme que tout le monde finit par respecter. Avec tendresse et mystère sacré, cicatrice de l'âme.